Imagine un monde où chaque pays produit ce qu'il fait de mieux et échange librement avec les autres. Ce monde semble parfait, sauf que peu à peu, la richesse se concentre entre les mains de quelques-uns, les propriétaires et les investisseurs. C'est ce que David Ricardo, un économiste anglais du 19e siècle, a tenté d'expliquer en découvrant les lois implacables du capitalisme. David Ricardo naît à Londres en 1772 dans une famille de financiers. À 14 ans, il travaille déjà à la bourse. Autodidacte, il tombe un jour lors d'une convalescence sur un livre d'Adam Smith, La richesse des nations. Et c'est une révélation. Il se fait ensuite une immense fortune en spéculant sur les obligations d'État pendant les guerres napoléoniennes, puis quitte les affaires à 42 ans pour se consacrer à l'économie et à la politique. En 1817, il publie son grand livre « Des principes de l'économie politique et de l'impôt ». Il y pose les bases du libre-échange, de la répartition des richesses et même de la stagnation économique. Député, il défend les idées libérales, notamment la suppression des corn laws, ces taxes qui faisaient grimper le prix du blé pour protéger les grands propriétaires au détriment du reste de la population. Et Ricardo montre qu'un pays n'a pas besoin d'être meilleur en tout pour tirer profit du commerce. Il suffit qu'il se spécialise là où il est relativement le plus efficace. Exemple classique, le Portugal produit du vin et du drap, tout comme l'Angleterre. Et même si le Portugal est plus efficace dans les deux, il a intérêt à se concentrer sur le vin et l'Angleterre sur le drap. Et en échangeant, tout le monde y gagne. Et cette idée révolutionnaire devient la base du libre-échange mondial. Et elle s'applique encore aujourd'hui. La Corée fabrique des puces électroniques, la Chine assemble, l'Europe conçoit des voitures, les États-Unis développent les logiciels. Mais les crises récentes, Covid, guerre en Ukraine, tensions entre États-Unis et Chine, montrent les limites de cette dépendance mondiale. Ricardo avait raison sur les gains de commerce, mais il n'avait pas prévu les risques géopolitiques et écologiques de la mondialisation. David Ricardo observe que la société se divise en trois grands groupes. Les travailleurs, qui perçoivent un salaire, les capitalistes, qui tirent un profit de leurs investissements, les propriétaires fonciers, qui touchent une rente. Et qu'est-ce qu'une rente? C'est le revenu qu'on obtient simplement en possédant quelque chose de rare. Une terre, un logement ou aujourd'hui une plateforme numérique. Ce n'est pas un gain lié au travail, mais plutôt à la propriété. Et Ricardo remarque que, quand la population augmente, il faut cultiver des terres de moins en moins fertiles. Les rendements baissent, les rentes montent et les profits diminuent. L'économie ralentit jusqu'à un état stationnaire où tout stagne. Aujourd'hui, par exemple, c'est un phénomène qu'on retrouve dans les grandes métropoles, où les loyers montent sans que la qualité du logement ne change, ou dans les géants du numérique par exemple comme Google ou Amazon, qui gagnent des milliards grâce à leur position dominante. La logique de la rente reste la même. Posséder crée plus de richesses que produire. Sauf que pour Ricardo, la valeur d'un bien vient du travail nécessaire pour le produire. Ce n'est pas le luxe ou la rareté artificielle qui font la valeur, mais la quantité de travail humain. Et il introduit aussi la notion de rente différentielle. Certaines terres sont mieux situées ou plus fertiles, et la différence de productivité entre les meilleurs et les pires berceaux agricoles devient la source d'un revenu supplémentaire pour les propriétaires des meilleures terres. Et actuellement, cette logique existe encore. Deux appartements identiques ont des valeurs incroyablement différentes selon la situation géographique. Et il voit dans ces mécanismes un danger, car les rentes concentrent la richesse et freinent la production. D'où sa défense du libre-échange et de la concurrence pour limiter la domination des privilégiés. Et sur la monnaie, il préconise déjà la rigueur. Émettre trop de billets fait monter les prix. Et il soutient donc l'étalon d'or, une monnaie adossée à un stock réel. Et dans la continuité de ses idées, Ricardo s'inquiète de la dette publique contractée pour financer les guerres. Pour lui, elle ne crée pas de richesse durable et pèse sur les générations suivantes. Et il débat aussi avec Thomas Malthus, célèbre pour sa théorie de la surpopulation. Malthus pense qu'il peut y avoir trop de production et pas assez de demande, alors que Ricardo, lui, estime que la production crée toujours son marché, suivant la loi de C. Et ce désaccord annonce déjà les futurs débats entre keynésiens et libéraux. Politiquement, il défend la liberté religieuse, les droits civiques et l'abolition des privilèges fonciers. Pour lui, une société prospère doit favoriser la concurrence et la circulation des richesses plutôt que le monopole et l'héritage. Et 200 ans après, ces idées continuent d'éclairer nos débats. Le libre-échange inspire toujours la mondialisation, mais ses failles apparaissent. Dépendance, délocalisation, inégalité. La rente, qu'elle soit immobilière, financière ou numérique, est devenue l'un des grands enjeux de notre temps. Et son état stationnaire résonne dans les discussions sur la fin de la croissance et la transition écologique. Et David Ricardo nous apprend que les lois du marché suivent une logique presque mécanique, mais pas forcément juste. Et derrière la science économique, il y a des rapports de force bien réels. Et Ricardo a fait de l'économie une science rigoureuse, fondée sur des raisonnements clairs et parfois froids. Et il a compris avant tout le monde que le commerce pouvait enrichir la planète, mais en même temps creuser les inégalités. Et 2 siècles plus tard, nous vivons encore dans ce monde, un monde de libre-échange, de rente et de tension entre travail, capital et propriété.